Ils disent que le fond du gouffre est la fondation solide sur laquelle vous reconstruisez votre vie. Mais quand Ball Vance sortit de la salle d'audience ce mardi matin, elle ne sentit pas une fondation. Elle sentit la terre s'ouvrir pour l'engloutir entière. Son mari de 10 ans, l'homme qu'elle avait travaillé en double corps pour soutenir pendant qu'il construisait son empire, ne l'avait pas juste divorcé, il l'avait effacé. Pas de pension alimentaire, pas de maison, juste une valise et un cœur brisé. Elle pensait que sa vie était finie. Elle n'avait aucune idée qu'un seul mauvais virage sous la pluie et une porte s'ouvrant à la mauvaise adresse était sur le point de changer l'économie mondiale entière et sa destinée pour toujours. Ceci n'est pas juste une histoire de rupture. Ceci est l'histoire de comment une femme rejetée devint la reine du conseil. La signature sur l'accord de divorce était à peine sèche quand Mark Sterling vérifia sa Rolex, une Submariner que Barl lui avait achetée pour son 30e anniversaire en utilisant 3 ans d'économie. Il ne la regarda pas, il regarda l'heure. « Avons-nous fini ici? » demanda Mark, sa voix dépourvue de la chaleur qui avait l'habitude de la saluer après une longue journée. Il était assis en face de la table en acajou dans les bureaux d'avocats de Sullivan Pierce et Moore, dans le centre-ville de Manhattan. La vue dehors était grise, correspondant au sentiment de vide dans la poitrine de Barl. « Nous avons fini, Monsieur Sterling, l'avocat, James Sullivan, dit, claquant un épais dossier fermé. L'accord prénuptial que vous avez signé il y a 10 ans, combiné avec la récente restructuration de vos actifs dans les holdings offshore au Cayman, laisse Madame Sterling avec, eh bien, comme discuté, l'accord est final. » Ball regarda ses mains. Elles étaient plus rugueuses qu'avant. Il y a 10 ans, elle était une graphiste prometteuse. Puis Mark eut une idée pour une start-up de logistique technologique, Streamline Logistics. Elle avait besoin de capital. Elle avait besoin de temps. Elle avait besoin d'une femme qui frotterait les sols et servirait à des tables dans un restaurant appelé Goss sur la 4e avenue juste pour payer les factures du serveur. Elle avait tout fait. Elle avait cru dans le nous. « Mark, » Ball murmura, sa voix tremblante, « je me fiche des actions, mais la maison, le piano de ma mère est là-dedans. Tu sais que c'est la seule chose qu'il me reste d'elle. » Mark la regarda enfin. Ses yeux, autrefois d'un bleu réconfortant, étaient maintenant d'acier froid. Il se leva, boutonnant son costume italien à 5 000 $. La maison est en cours de liquidation pour couvrir les coûts initiaux d'IPO pour la fusion avec Vortex Corp, dit Mark Plateman. Et Jessica veut redécorer le penthouse de toute façon. Le piano a été donné à Goodwill hier. C'était de l'encombrement. Le nom la frappa comme un coup physique. Jessica, la chef de cabinet de Mark, 24 ans, la femme que Barl avait accueillie chez eux pour le dîner de Noël l'année dernière, pensant qu'elle était une employée solitaire. « Tu l'as donné, » Barl s'étouffa, se levant. « Mark, tu savais que ce piano était. » « C'est fait, Barl. » Mark l'interrompit, vérifiant son téléphone. « Écoute, je ne suis pas un monstre. J'ai mis 5 000 $ sur ton compte personnel. C'est assez pour un dépôt sur un appartement dans le Queens et quelques mois pour trouver un emploi. Tu es débrouillarde. Tu as survécu avant moi. Tu survivras après moi. » Il se tourna vers l'avocat. « James, envoie les papiers finalisés au conseil. J'ai un dîner de célébration à Leonard à 7 heures. » Mark sortit. Il ne regarda pas en arrière. Il sortit du mariage de la même manière qu'il sortait d'une réunion ennuyeuse, efficacement, impitoyablement, et sans une seconde pensée pour les gens qu'il laissait derrière lui. Barl resta là, le silence de la salle de conférence assourdissant. « Madame Sterling. »« Ou Mademoiselle Vance, je suppose, » dit l'avocat, faisant glisser un chèque sur la table. « Je vous suggère d'encaisser ceci rapidement. C'est une courtoisie. Légalement, il ne vous devait rien. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, les larmes débordant enfin. « J'ai construit cette entreprise avec lui. J'ai écrit le plan d'affaires original sur des serviettes. » « Sur des serviettes ?» Sullivan ricana poliment. « Pas sur des contrats. »
Dans le monde des affaires, mademoiselle Vance, si ce n'est pas signé, cela n'est pas arrivé. Vous étiez une remplaçante, un coup de démarrage, et maintenant l'entreprise est devenue publique. Barl attrapa son sac à main. Elle laissa le chèque sur la table. C'était une fierté folle, peut-être, mais elle ne pouvait pas toucher de l'argent qui ressemblait à de l'argent du silence pour une décennie de sa vie. Elle sortit du gratte-ciel et sur la 5e avenue. Il avait commencé à pleuvoir, une pluie de novembre froide et mordante. Elle n'avait nulle part où aller. Son téléphone vibra. Un message de Mark. Les codes de sécurité de la maison ont été changés. Vos valises sont avec le portier. Veuillez les récupérer avant 17 heures ou elles vont au trottoir. Barl leva les yeux vers le ciel, laissant la pluie se mêler à ses larmes. Elle se sentait petite, invisible. Elle avait 32 ans avec un vide dans son CV de la taille d'un mariage et un cœur brisé en 1 million de morceaux. Elle héla un taxi, sa main tremblante. « Où aussi, madame? » demanda le chauffeur. Elle ne savait pas. Elle lui donna juste l'adresse de la seule autre personne en ville qui pourrait s'en soucier. Son ancienne colocataire d'université, Brenda, qui vivait dans un appartement exigu à Brooklyn. « Fortunate Willow Street », murmura-t-elle. Mais alors que le taxi s'insérait dans la circulation, Barl ne vit pas le SUV noir la suivante, et elle ne savait certainement pas que la cruauté de Mark venait de déclencher une réaction en chaîne qui réveillerait un géant endormi. La pluie s'était transformée en une averse torrentielle au moment où le taxi déposa Barl. Elle sortit ses 2 valises du coffre, le chauffeur filant avant qu'elle ne puisse même vérifier ses repères. Elle essuya l'eau de ses yeux et regarda le bâtiment. Cela ne ressemblait pas à la maison de Brenda. Brenda vivait dans un quartier bruyant et vibrant de Brooklyn. Ceci, c'était l'Upper East Side. C'était une rue bordée de maisons de ville qui chuchotaient de l'argent d'anciens, de lourdes portes en fer, des façades en calcaire et le silence. Barl vérifia son téléphone. Batterie morte. Elle avait dû marmonner la mauvaise adresse dans ses jours, où le chauffeur avait mal entendu Willow pour Willoughby ou une autre rue. Elle frissonna. Elle était trempée jusqu'aux os. Sa blouse en soie, sa blouse de jour d'audience, collait à sa peau. Elle regarda le numéro de la maison devant elle. 1428. C'était une structure massive, sombre et imposante, avec du lierre grimpant sur les murs de pierre comme des veines. Il n'y avait pas de lumières allumées. Elle avait l'air abandonnée, ou peut-être juste endormie. « OK, Barl », marmonna-t-elle pour elle-même, ses dents claquant. Juste demander à utiliser un téléphone. Juste obtenir un chargeur. Tu ne peux pas rester dans la rue avec 2 valises sous une tempête. Elle traîna les bagages sur les marches en pierre. Il semblait peser 1 tonne, rempli des débris de sa vie, des vêtements, quelques livres et la photo encadrée d'elle et Mark de leur lune de miel, qu'elle n'avait pas eu le cœur de jeter encore. Elle tendit la main vers le lourd heurtoir en laiton, en forme de tête de lion. Elle le laissa tomber 3 fois. Boum, 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 silence. Elle attendit. Le vent lui fouetta les cheveux sur le visage. « S'il vous plaît, chuchota-t-elle. Juste que quelqu'un soit à la maison. » Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois. Le désespoir s'installait. Si personne ne répondait, elle devrait traîner ses sacs jusqu'à une station de métro, et la plus proche était à des avenues de distance. Soudain, la lourde porte en chêne gémit. Elle ne s'ouvrit pas complètement. Elle s'entr'ouvrit de quelques centimètres. Une chaîne était toujours engagée. Une paire d'yeux regarda hors de l'obscurité. Ils étaient intenses, sombres, et situés dans un visage ombragé. « Nous n'achetons pas de biscuits de scout », une voix profonde et rauque gronda, « et nous ne voulons pas de panneaux solaires. »« S'il vous plaît, dit Barl, sa voix craquant. Je ne veux rien vendre. Je suis perdu. Mon téléphone est bon. J'ai juste besoin d'appeler un taxi. S'il vous plaît, je suis trempé. » Les yeux se rétrécirent la scrutant. Ils virent la blouse chère mais trempée, les valises de designer, la dévastation totale dans sa posture.
Ce n'était pas une mendiante. C'était une femme qui s'effondrait. La porte se ferma pendant une seconde. Le cœur de Burl sombra. Il la verrouillait dehors, puis le son de la chaîne glissante en arrière résonna. La porte s'ouvrit largement. Debout là se tenait un homme qui semblait n'avoir pas vu le soleil depuis des mois. Il était grand, portant un col roulé noir et un pantalon de survêtement gris. Il avait une barbe bien taillée mais épaisse, et ses cheveux étaient foncés, balayés en arrière négligemment. Mais ce fut son visage qui la frappa. Il était beau, indéniablement, mais il portait un poids, une tristesse qui reflétait la sienne. Et puis quelque chose d'étrange se produisit. Il la regarda vraiment, et ses lèvres se courbèrent vers le haut. Ce n'était pas un regard lubrique, ce n'était pas une grimace polie, c'était un sourire chaleureux et sincère. Le genre de sourire que vous donnez à quelqu'un que vous attendiez. « Eh bien, dit l'homme, s'écartant et désignant la lumière chaude et dorée du couloir, vous feriez mieux d'entrer avant d'attraper une pneumonie. Je suis Julien. » Burl hésita. Sa mère lui avait appris à ne jamais entrer dans la maison d'un étranger, mais Mark lui avait appris que les gens en qui vous avez confiance sont ceux qui vous blessent le plus. Peut-être qu'un étranger était plus sûr. Elle franchit le seuil, traînant sa valise mouillée. Au moment où son talon frappa le sol de marbre du foyer, la chaleur l'enveloppa. « Je suis Burl, » dit-elle, faisant couler de l'eau sur un tapis personne complexe. « Je suis tellement désolé pour votre sol. »« Les sols sèches, » dit Julian, fermant la porte massive et verrouillant la tempête dehors. « Les esprits sont plus difficiles à réparer. » Il passa devant elle vers un grand escalier. « Je faisais juste du thé. Earl Grey, je suppose que vous le prenez avec du citron. Vous avez l'air d'une personne citron. Le sucre est pour les gens qui n'ont pas encore eu une journée assez dure. » Burl cligna des yeux, stupéfaite. « Comment avez-vous? »« Oui, citron. »« Poste de sucre. » Julian s'arrêta sur la première marche et se retourna. La lumière du lustre frappa son visage et Burl haleta. Elle le reconnut, non pas des tabloïds, non pas des pages mondaines où Mark essayait désespérément d'être mis en vedette. Elle le reconnut d'un manuel de fer poussiéreux qu'elle avait lu à l'université. Julian Thorne, le roi enfant de Wall Street, le prodige qui avait fait son premier milliard à 22 ans, révolutionné la biotechnologie, et puis il y a 5 ans, avait disparu de façon célèbre. Il avait liquidé ses actifs publics, s'était retiré des salles de conseil et avait disparu. Les rumeurs disaient qu'il était devenu fou. D'autres disaient qu'il avait le cœur brisé. La plupart disaient juste qu'il était un mythe. Et le voici en pantalon de survêtement lui offrant du thé. « Vous êtes Julian Thorne. » Burl bégaya. Le sourire de Julian s'estompa légèrement, remplacé par un regard gardé. « Je suis. Et vous, Burl Vance, frissonnez actuellement sur mon tapis. Et à moins que je ne me trompe, ce sont les valises d'une femme qui vient de signer un contrat très injuste. » Burl se raidit. « Comment connaissez-vous mon nom de famille? » J'ai seulement dit Burl. Julian tapota le côté de sa tête. Je me souviens de tout, Burl. Je me souviens de l'article dans le journal des petites entreprises il y a 7 ans. Le couple derrière Streamline Logistics. Vous étiez en arrière-plan de la photo tenant les schémas. Mark était en avant tenant le champagne. Je me suis toujours demandé quand le gars tenant le champagne réaliserait que les schémas valaient plus. Il s'appuya contre la rampe. « J'attendais un nouveau partenaire d'échecs, » dit Julian énigmatiquement. « Mark Sterling vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. Et ce soir, je pense que je vais vous aider à lui faire payer. » Burl s'assit dans une bibliothèque qui était plus grande que l'appartement entier qu'elle avait partagé avec Mark. Les murs étaient tapissés de livres du sol au plafond, et un feu crépitait dans un immense foyer en calcaire. Elle tenait la tasse de thé en porcelaine à 2 mains pour les empêcher de trembler. Julien était assis en face d'elle dans un fauteuil à oreilles en cuir. Il s'était changé en une chemise blanche boutonnée impeccable, bien qu'il restât pieds nus. Cela le faisait paraître dangereux, détendu, mais prêt à bondir. Vortex Car.
Julien dit, brisant le silence. C'est avec qui Mark fusionne, correct? Ball hocha la tête. Oui, la fusion est censée être annoncée la semaine prochaine au Global Tech Summit. C'est pourquoi il m'a divorcé maintenant. Vortex voulait une ardoise propre pour le PDG. Pas de bagages, pas de femme de la classe ouvrière. Julien rit, un son sec et sans humour. Ardoise propre. C'est ce que Arthur Kane appelle ça quand il enterre des corps. Il se leva et marcha vers un bureau chaotique couvert de plans et de moniteurs. Barl, savez-vous pourquoi j'ai disparu il y a 5 ans? Burnout, devina-t-elle. C'est ce que les nouvelles ont dit. Les nouvelles disent ce que les gens paient pour qu'elles disent. Julian corrigea. Je n'ai pas fait de burnout. J'ai été poussé dehors par Arthur Kane, le PDG de Vortex. Ils ont volé mon algorithme propriétaire pour l'expédition autonome. Ils ont volé le travail de ma vie, l'ont rebaptisé et m'ont poursuivi pour violation de droits d'auteur. J'avais l'argent pour me battre, mais pas la volonté. Ma femme, elle est décédée dans un accident de voiture pendant le procès. J'ai plié. Je me suis caché. Barl le regarda avec de grands yeux. La douleur dans sa voix était crue, faisant écho à ses propres blessures fraîches. Alors, vous détestez Vortex, dit Barl, et je déteste Mark, qui est sur le point de céder son entreprise à Vortex. Mark ne la cède pas juste, dit Julian, se tournant vers elle, ses yeux brûlants d'intensité. Mark est le cheval de Troie. Vortex a besoin de Streamline Logistics parce que l'entreprise de votre mari a la seule chose qui manque à Vortex, le réseau de distribution du dernier kilomètre, un réseau que vous avez conçu. Barl s'assit plus droite, le modèle en étoile. J'ai dessiné cela en 2018. Exactement. Julian la pointa du doigt. Mark Sterling est un costume. C'est un marchand de poignées de main. Il ne comprend pas la logistique. Il la vend juste. Vous les comprenez? Si Mark fusionne avec Vortex, ils deviendront un monopole qui contrôle 60% de l'expédition mondiale. Ils seront intouchables. Il s'approcha et s'agenouilla devant sa chaise, mettant son visage à son niveau. J'attendais une faille dans leur armure, murmura Julian. Je pensais que ce serait un bug dans leur code. Je n'ai jamais attendu que le sol soit l'ego de Mark. Il a jeté l'architecte de son empire. Il vous a jeté. Barl sentit un étrange remous dans sa poitrine. Pendant 10 ans, Mark lui avait dit qu'elle avait de la chance d'être avec lui. Julian la regardait comme si elle était l'actif le plus précieux de la pièce. « Que voulez-vous faire » demanda Barl. « Je veux tout brûler » dit Julian calmement. « Je veux arrêter cette fusion. Je veux mettre Vortex en faillite et laisser Mark Sterling avec rien d'autre que son costume bon marché et ses regrets. Mais je ne peux pas sortir là-bas. Le monde pense que je suis fou. Ils ne m'écouteront pas. » Il atteignit un tiroir et sortit un épais dossier noir. « Mais ils écouteront le nouveau PDG de Tor Capital, » dit Julian. Ball regarda autour de la pièce vide. « Qui est-ce? »« Vous, » dit Julian. Ball haleta, manquant de laisser tomber son thé. « Moi, Julian, je suis une graphiste, je suis une femme rejetée. J'ai 5 000 $ et une valise de vêtements mouillés. Vous êtes la cofondatrice de Streamline Logistics, non créditée. » Julian corrigea fermement. « Vous savez où les corps sont enterrés dans l'entreprise de Mark. Vous connaissez les points faibles de la chaîne de distribution. J'ai le capital, des milliards d'euros qui dorment sur des comptes dormants. J'ai besoin d'un visage. J'ai besoin d'une guerrière. » Il jeta le dossier sur ses genoux. « Ceci est un contrat. Il vous donne 50% d'actions dans une nouvelle entreprise. Phoenix Holdings. Nous allons acheter la chaîne d'approvisionnement dont Mark a besoin avant que la fusion ne se fasse. Nous allons le serrer. Nous allons rendre son entreprise sans valeur avant qu'il ne puisse signer cet accord avec Vortex. » Barl regarda le contrat. C'était insensé. C'était impossible. « Et en retour, demanda-t-elle. En retour, Julian sourit. Et cette fois, c'était malicieux. Vous avez à voir le regard sur le visage de Mark quand il réalise qu'il a divorcé de la femme qui était sur le point de devenir son patron. Barl pensa au piano que Mark avait donné. Elle pensa à Jessica redécorant sa maison.
Elle pensa aux commentaires sur la serviette. Elle posa le thé. Elle prit un stylo sur la table. « Je n'ai pas besoin de le lire, » dit Barl, sa voix durcissant en acier. « Où est-ce que je signe? » Les 3 jours suivants furent un flou, mais ils ne furent pas passés dans un salon. Julian Thorne ne croyait pas au relooking, qui n'impliquait que du rouge à lèvres et de la teinture capillaire. « Vous entrez dans une zone de guerre », cria Julian, par-dessus le bourdonnement de multiples serveurs informatiques le premier jour. La mode n'est qu'un camouflage. La connaissance est une munition. Ils étaient dans sa salle de guerre, un sous-sol converti en centre de commande de haute technologie. Le prix de l'action de Mark est à 90 Vendel sur Julian désigna un écran. Il est gonflé à cause des rumeurs de fusion. Nous allons le shorter. Savez-vous comment shorter une action, Barl? Je crois que oui, bégaya-t-elle. Ne croyez pas. Non, claqua Julian, bien que ses yeux soient encourageants. Si vous pariez que le prix baisse et que vous le faites baisser, vous gagnez. Mark dépend du hub de la côte Est à Jersey City, qui possède le bail de cet entrepôt. Barl ferma les yeux, accédant à des souvenirs de nuits tardives à faire les papiers de Mark pendant qu'il dormait. Le bail, il est à renouveler le mois prochain, appartient à Kensington Properties. Bien, Julian tapa furieusement. Je viens d'acheter Kensington Properties. Il y a 5 minutes, nous sommes les propriétaires de Mark. Et nous allons tripler le loyer. Pendant 72 heures, Julian l'a interrogé. Il lui a enseigné le droit des sociétés, les tactiques de négociation et comment lire une salle de membres hostiles du conseil d'administration. Il ne l'a pas traitée comme une étudiante, il l'a traitée comme une partenaire. Il a respecté son esprit, mais il devait aussi s'occuper du camouflage. L'après-midi du 3e jour, une équipe de stylistes arriva au manoir. Ce n'étaient pas les types tape à l'œil qui travaillaient pour des stars de la pop. C'étaient des tailleurs sérieux et silencieux qui habillaient les présidents et les reines. Bas de rose, pas de fioritures, Julian instruisit la styliste en chef, une Française nommée Claudette. Barl n'est pas une fleur, elle est une lame. Habillez-la comme une arme. Quand Barl sortit enfin de la cabine d'essayage, Julian l'attendait dans le foyer, vérifiant sa montre. Il s'arrêta. Elle portait une robe en velours bleu nuit, structurée et élégante, qui épousait ses courbes, mais n'offrait aucune excuse. Elle avait une fente haute sur la jambe et un décolleté audacieux mais royal. Ses cheveux, habituellement en chignon désordonné, étaient lissés en vagues sombres et brillantes qui tombaient sur une épaule. Où elle ne portait aucun bijou, à l'exception d'une paire de boucles d'oreilles en diamants pointus qui captaient la lumière comme des poignards. Elle avait l'air chère, elle avait l'air dangereuse. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait pleuré sous la pluie. « Eh bien, » demanda Barl, se sentant mal à l'aise pour la première fois. « Est-ce trop? » Julian s'approcha d'elle. Il tendit la main, sa main planant près de son visage, puis glissa doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent en une seconde, lui envoyant une décharge d'électricité qui n'avait rien à voir avec les affaires. « C'est parfait, » dit Julian doucement. Sa voix baissa d'une octave. « Mark va faire une crise cardiaque. Espérons que les ambulanciers sont lents. » Il lui offrit son bras. « La voiture attend. Le Global Tech Summit commence dans 1 heure. » Le Global Tech Summit s'est tenu au Jacob Javits Center. C'était une mer de costumes noirs, d'appareils photo clignotants et d'égos de milliardaires. Mark Sterling se tenait près de la scène centrale, tenant un verre de champagne. Jessica s'accrochait à son bras, vêtue d'une robe rouge tape à l'œil qui ressemblait un peu trop à un costume de bal de promo. « Tu as l'air tendu, chérie. » Jessica roucoula, sirotant sa boisson. « Je vais bien, » claqua Mark, ajustant sa cravate. « Je n'ai juste pas eu de nouvelles des avocats concernant le bail de l'entrepôt de Jersey City. C'est un petit accroc. » Monsieur Sterling, un journaliste de Forbes, s'approcha avec un microphone. « Les rumeurs sont-elles vraies? La fusion avec Vortex est-elle conclue? » Mark afficha son sourire médiatique. « Nous sommes très proches, Mike. Ce soir est à propos de l'avenir. Streamline Logistics évolue. »
Et votre femme? Demanda le journaliste, cherchant des informations. Nous avons entendu dire que le divorce avait été finalisé il y a quelques jours seulement. Le sourire de Mark vacilla. Barl et moi nous sommes éloignés. Elle préférait une vie plus simple. Le monde de l'entreprise n'était pas pour elle. Est-ce ainsi? La voix résonnait dans le hall, claire et impérieuse. Elle ne venait pas d'un microphone, mais elle portait une telle autorité que le bavardage ambiant s'éteignit instantanément. Mark se retourna. Le verre de champagne lui échappa des doigts et se brisa sur le sol. Debout en haut de l'entrée du grand escalier était Barl. Mais ce n'était pas la Barl qu'il connaissait. Cette femme rayonnait de pouvoir. Les flashs éclatèrent comme des éclairs. Et à ses côtés, lui tenant fermement la main, se tenait le fantôme de Wall Street. Julian Thorne, quelqu'un murmura. Est-ce Thorne? Je pensais qu'il était mort. Les murmures se transformèrent en un rugissement. Julian Thorne, la légende, était revenu, et il était avec l'ex-femme de Mark Sterling. Barl et Julian descendirent les escaliers, la foule s'écartant pour eux comme la mer Rouge. Ils marchèrent droit vers Mark et Jessica. Le visage de Mark était pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. « Barl, quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas d'invitation. » Barl s'arrêta à quelques centimètres de lui. Elle le dominait dans ses talons. Elle regarda Jessica, puis Mark, son expression étant d'amusement froid. « En fait, Mark, dit Barl, sa voix douce comme de la soie, je suis ici en tant que conférencière principale et en tant que nouvel actionnaire majoritaire de Phoenix Holdings. »« Phoenix quoi? » Mark balbutia. « L'entreprise qui vient d'acheter votre dette. » Julian l'interrompit, s'avançant, ses yeux fixés sur ceux de Mark avec un plaisir de prédateur. « Bonjour Mark, je crois que vous louez un entrepôt à Jersey City. Nous devons parler de votre avis d'expulsion. » La couleur draina complètement du visage de Mark. Les caméras flashèrent aveuglément, capturant le moment exact où le chasseur devint la proie. Barl se pencha près de Mark, assez près pour qu'il puisse sentir son parfum cher, un parfum qu'il ne lui avait jamais acheté. « Tu as dit que j'étais un coup de démarrage, » Barl murmura. « Nous sommes sur le point d'auditer vos livres, Mark, et je ne manque jamais un point décimal. » Le lundi suivant, le siège social de Streamline Logistics était en plein chaos. Le cours de l'action avait chuté de 14% après la scène du gala. Les actionnaires paniquaient et le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. Mark Sterling était assis à la tête de la longue table en verre, transpirant à travers sa chemise. À sa droite se trouvait Arthur K., le PDG de Vortex. Kane était un requin en peau humaine, chauve, 60 ans, avec des yeux qui clignaient trop lentement. Il était là pour s'assurer que sa fusion ne s'effondrait pas. « C'est un revers mineur, » insista Mark, sa voix tremblante. « Mon ex-femme est émotive. Elle fait des siennes. Cette Phoenix Holdings est une coquille vide. Ils ne peuvent pas nous faire de mal. » Les doubles portes s'ouvrirent. Elles ne s'ouvrirent pas juste. Elles furent poussées avec force. Barl entra. Elle portait un tailleur blanc vif cette fois, la couleur du deuil dans certaines cultures, mais aujourd'hui la couleur d'une page blanche. Julian marchait un pas derrière elle, portant une mallette. « Vous ne pouvez pas être ici, » cria Mark, se levant. « Sécurité. Asseyez-vous, Mark, dit Barl. Sa voix calme et autoritaire. Elle ne le regarda pas. Elle regarda les membres du conseil. « Je suis la PDG de Phoenix Holdings. Depuis ce matin, nous possédons 51% de vos obligations de dette et le terrain sous vos 3 plus grands centres de distribution. Si vous voulez que la sécurité me jette dehors, je devrais d'abord expulser tout votre inventaire. » Un murmure de terreur parcourut le conseil. Ball marcha vers l'avant de la pièce. Mark fut forcé de s'écarter ou d'être physiquement bousculé. Elle prit le siège à la tête de la table, son siège. « Voici la réalité, » dit Barl, faisant glisser un dossier sur la table à Arthur Kane. « Mark a construit cette entreprise sur un modèle logistique que j'ai conçu.
Cela fonctionne. Mais dans sa hâte de vous impressionner, Monsieur Kane, il a coupé les coins. Elle projeta une diapositive sur le mur. C'était un fouillis de lignes rouges et de chiffres. Il a cessé de payer les contrats de maintenance de la flotte de transport il y a 6 mois pour gonfler les profits trimestriels. Barl expliqua. Il a acheminé des expéditions par le biais de sociétés écrans pour masquer les pertes. Et le hub de Jersey City, celui que je possède maintenant, c'est le seul certifié pour le transport médical. Elle se tourna vers Kane. Si je ferme ce hub demain, Vortex perd son contrat pharmaceutique avec le gouvernement. C'est une perte de 3 milliards de dollars. Kane regarda le dossier, puis Mark. Le silence était suffocant. « Que voulez-vous » demanda Kane, ignorant complètement Mark. « Je veux que la fusion soit annulée, dit Barl. Je veux que Mark soit démis de ses fonctions de PDG pour incompétence grave. Et je veux que Streamline Logistics soit absorbé par Phoenix Holdings à un prix réduit. « Tu es folle, cria Mark. J'ai construit ça. Tu n'étais qu'une serveuse. » Barl termina pour lui. Elle se leva, les yeux flamboyants. « J'étais la partenaire que tu as oublié de valoriser, et maintenant je suis la créancière que tu ne peux pas te permettre de payer. » Mark regarda autour de la pièce pour du soutien. Il regarda Jessica, qui était assise dans le coin, prenant des notes. Jessica, appelle l'équipe juridique. Mark aboya. Jessica ferma lentement son carnet. Elle regarda Mark, puis la femme puissante et radieuse debout à la tête de la table. « En fait, Mark, dit Jessica, se levant, je pense que je démissionne. Je ne sors pas avec des hommes en faillite. » Elle sortit. Le claquement de la porte sonna comme un coup de feu. Mark s'affala sur une chaise vaincu. Le conseil vota à l'unanimité 5 minutes plus tard. Mark était dehors. Barl avait gagné. Elle sortit du bâtiment avec Julian, l'adrénaline coulant dans ses veines. Ils montèrent à l'arrière de sa limousine. « Nous l'avons fait » souffla-t-elle en riant. « As-tu vu son visage » Julian la regardait, un regard de fierté intense et quelque chose de plus profond dans ses yeux. « Tu as été magnifique, Barl. Tu n'as pas seulement gagné. Tu as régné. » Il tendit la main et prit la sienne. La chimie qui avait mijoté entre eux pendant des jours éclata finalement. Barl se pencha et Julian la rencontra à mi-chemin. Il l'embrassa, un baiser féroce, passionné, qui avait le goût de la victoire et de la pluie et du thé Earl Grey. Pendant un instant, tout était parfait. Mais dans le monde des affaires à gros enjeux, la perfection est généralement un signe d'avertissement. 2 jours après le rachat, Barl était assise dans son nouveau bureau, l'ancien bureau de Mark, réarrangeant les meubles. Elle voulait purger son énergie de la pièce. Julian était allé à la banque pour finaliser le transfert d'actifs. Il avait laissé son téléphone sur le bureau, l'oubliant dans sa hâte. Il vibra. Un message texte. Barl le regarda, ayant l'intention de l'ignorer, mais le nom sur l'écran lui glaça le sang. Arthur vint. Pourquoi le PDG de Vortex textait-il Julian? La curiosité froide et acérée lui piqua la peau. Elle savait qu'elle ne devrait pas, mais la paranoïa que Mark lui avait instillée était difficile à secouer. Elle déverrouilla le téléphone. Julian lui avait dit que son code était 1328, son heure d'arrivée cette nuit-là, et ouvrit le message. Kane, la fille, a fait sa part. Sterling est écrasé. Quand annonçons-nous que Phoenix est en fait une filiale de Vortex? Je veux mon algorithme en retour, Julian. Comme convenu. Barl arrêta de respirer. Phoenix est une filiale de Vortex. Je veux mon algorithme en retour. Comme convenu, le monde bascula sur son axe. Le texte impliquait que Julian et Kane travaillaient ensemble. Que tout cela, le sauvetage, la vengeance, le Phoenix, n'était qu'un moyen pour Julian de récupérer sa technologie de Vortex. Et elle n'était que l'arme qu'il utilisait pour détruire Mark afin que Kane fasse un accord. « Non, murmura-t-elle, il ne ferait pas. » Elle fit défiler. Il n'y avait pas d'autres messages. Ils avaient été supprimés. Elle entendit la sonnette de l'ascenseur. Julian entra, portant une bouteille de champagne et l'air plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu. « J'ai les signatures. » Julian rayonna. « C'est officiel. Nous possédons tout. »
Barl, pourquoi me regardez-vous comme ça? Barl se leva, tenant le téléphone comme si c'était une grenade. Arthur Kane vient de vous envoyer un message, dit-elle, sa voix morte. Il a demandé quand vous allez lui remettre Phoenix. Il a dit, comme convenu. Le visage de Julian devint pâle. La joie s'évapora instantanément. Barl, attendez. Ne lisez pas ce que là hors de son contexte. Contexte? Barl rit, un son brisé. Vous m'avez dit que Kane était votre ennemi. Vous m'avez dit qu'il avait volé le travail de votre vie, mais vous travaillez avec lui. Tout cela était-il un coup monté? M'avez-vous juste utilisé pour écarter Mark afin de pouvoir vendre l'entreprise à Vortex et récupérer votre algorithme? Ce n'est pas comme ça, plaida Julian, s'avançant vers elle. Oui, Kane m'a approché. Il savait que j'étais le seul à pouvoir abattre Mark. Il a proposé de me rendre ma propriété intellectuelle si je facilitais le rachat. Mais quoi? Cria Barl, les larmes lui piquant les yeux. Vous m'avez fait croire que nous étions partenaires. Vous m'avez fait croire que vous vous souciez. Mais j'étais juste un autre plan sur serviette, n'est-ce pas? Un outil pour obtenir ce que vous vouliez. Non, cria Julien, claquant sa main sur le bureau. J'ai commencé ça pour l'algorithme. Oui, j'étais en colère. Je voulais retrouver ma vie. Mais ensuite, je vous ai rencontré, Barl. Tout a changé quand je vous ai rencontré. Je n'ai pas répondu à Kane parce que je ne vais pas le lui donner. J'allais le doubler. Comment puis-je vous croire? Demanda Barl, attrapant son sac à main. Mark m'a menti pendant 10 ans. Vous avez réussi à le faire en 10 jours. Barl, ne partez pas, supplia Julian. Si vous sortez par cette porte, Kane vous poursuivra. Il est dangereux. J'ai survécu, Mark, dit Barl, marchant vers la porte. Je peux vous survivre. Elle sortit du bureau, passa devant les secrétaires confuses et entra dans l'ascenseur. Elle se sentait brisée. La victoire était creuse. L'homme pour qui elle tombait était un menteur. Elle sortit dans la rue, aveuglée par les larmes. Une camionnette noire s'arrêta au trottoir. La porte latérale s'ouvrit. 2 hommes en costume sombre sortirent. « M. Vance ?» dit l'un. « Oui. » Monsieur Kane aimerait d'un mot. Avant qu'elle ne puisse crier, ils lui saisirent les bras. Ils n'étaient pas rudes, mais ils étaient fermes. Ils la guidèrent dans la camionnette. Tandis que la porte se refermait, Barl vit Julian courir hors du bâtiment, criant son nom. Mais il était trop tard. La camionnette s'éloigna dans le trafic new-yorkais. Elle était de nouveau seule, mais cette fois, elle ne se battait pas seulement pour sa dignité. Elle se battait pour sa vie. L'intérieur de la camionnette sentait le cuir stérile et le parfum cher. L'odeur d'un enlèvement qui avait été payé avec une carte de crédit d'entreprise. Barl était assise, prise en sandwich entre les 2 hommes, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle ne cria pas. Elle ne lutta pas. Elle savait que dans le monde où elle était entrée, la résistance physique était inutile. C'était une guerre d'influence. Et à ce moment-là, elle n'en avait aucune. Son esprit rejouait l'image de Julian courant après la camionnette, le désespoir sur son visage. Était-ce réel? Le doute était un poisson se propageant plus vite que la peur. Ce message texte d'Arthur Kane, comme convenu à eux, avait brisé la confiance fragile qu'elle avait construite. Si Julian l'utilisait juste pour récupérer son algorithme, alors elle n'était pas une PDG. Elle n'était qu'un pion qui avait été promu reine uniquement pour être sacrifié en fin de partie. La camionnette ralentit, tournant dans le garage souterrain d'une flèche de verre qui perçait la skyline de Manhattan. « Vortex Tower, s'il vous plaît, mademoiselle Vance, » dit l'un des gardes, lui faisant signe de sortir. Son ton était poli, ce qui le rendait d'autant plus terrifiant. Monsieur Kane attend. Ils l'escortèrent dans un ascenseur privé. Tandis que les numéros montaient, 40, 50, 60, Barl redressa sa colonne vertébrale. Elle vérifia son reflet dans les portes en acier poli. Ses yeux étaient cernés de rouge, mais sa mâchoire était serrée. Elle se souvint de la femme qui s'était tenue sous la pluie devant la maison de Julian. Cette femme était partie. La femme dans l'ascenseur avait mis en faillite un PDG en une semaine.
Elle pouvait gérer Arthur Kine. Les portes s'ouvrirent directement sur un bureau penthouse qui occupait tout l'étage. C'était un espace froid et caverneux de verre et d'acier surplombant la rivière Hudson. Les lumières de la ville en contrebas ressemblaient à des bijoux éparpillés, beaux et indifférents. Arthur Kane se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers elle. C'était un petit homme, physiquement peu imposant, mais il se tenait avec la gravité lourde d'un homme qui possédait des sénateurs. « Merci de m'avoir rejoint, Barl, » dit Kane se retournant. Il tenait un verre de whisky en cristal. « Je m'excuse pour l'invitation dramatique, mais Julian a été difficile. Il a cessé de répondre à mes appels. Je suppose que vous savez pourquoi. » Barl s'avança plus loin dans la pièce, refusant d'être intimidé. « J'ai vu le texte, Arthur. Comme convenu, vous et Julian travaillez ensemble. » Kane sourit, un mince étirement reptilien de ses lèvres. Travailler ensemble est une expression forte. Disons que nous avions un alignement mutuel d'intérêts. Julian voulait récupérer son héritage. L'algorithme d'expédition que je lui ai pris il y a 5 ans. Je voulais que Streamline Logistics soit absorbé par Vortex pour monopoliser le marché. Nous avons fait un échange. Il vous utiliserait pour détruire Mark Sterling, faisant chuter le prix de l'action afin que je puisse l'acquérir à bon marché. En échange, je lui rendrai sa propriété intellectuelle. Barl sentit la bile monter dans sa gorge. L'entendre dit à haute voix rendait cela réel. Alors tout était un mensonge. Le sauvetage, les Phoenix Holdings, ce n'était qu'une performance. Julian est un acteur de méthode, ma chère, dit Kane, marchant vers son immense bureau en verre. Il avait besoin d'un visage pour la prise de contrôle hostile, un visage sympathique, la femme méprisée. Les médias ont adoré. Vous étiez l'arme parfaite, mais maintenant la guerre est finie. L'arme doit être décommissionnée. Il s'assit et fit glisser un épais document sur le bureau. À côté se trouvait un stylo-plume en or. Ceci transfère la pleine propriété de Phoenix Holdings et par extension les actifs de Streamline Logistics et Vortex Corp, expliqua Kane. Signez-le, Barl. Et si je ne le fais pas? Demanda Barl, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. Si vous ne le faites pas, Kane soupira comme s'il s'ennuyait. Je vous lierai dans des litiges pour les 20 prochaines années. Je gèlerai vos actifs. Je vous poursuivrai pour espionnage industriel. Je m'assurerai que les 5 000 $ que Mark vous a donnés ressemblent à une fortune comparée à ce qu'il vous restera. Vous serez indigent, Barl, retour au restaurant. Il se pencha en avant, ses yeux brillants. Mais si vous signez, je verserai 10 millions de dollars sur un compte offshore à votre nom. Ce soir, vous pouvez quitter New York. Vous pouvez quitter le chagrin. Vous pouvez être libre. 10 millions de dollars. Barl regarda le stylo. C'était de la liberté. C'était la sécurité. C'était une garantie qu'elle n'aurait plus jamais à dépendre d'un homme comme Mark ou d'un menteur comme Julian. « Pourquoi avez-vous besoin que je signe ?» demanda Barl doucement. « Si vous et Julian aviez un accord, pourquoi n'est-il pas là pour le signer ?» L'expression de Kane s'assombrit pendant une fraction de seconde. Julian est sentimental. Il a des doutes. Il pense qu'il peut renégocier, mais il oublie que je tiens les cartes. J'ai le brevet de l'algorithme. Sans moi, l'œuvre de sa vie est légalement la mienne. Barl tendit la main vers le stylo. Le métal était froid contre sa peau. Elle pensa à la semaine dernière, aux frissons de la salle de conseil. La façon dont Julian la regardait quand elle résolvait le problème logistique dans le hub de Jersey City. Était-ce tout faux? Un homme pouvait-il simuler la façon dont son cœur battait quand il l'embrassait? Elle regarda Kane. Vous avez dit que Julian avait des doutes. Cela signifie qu'il n'a pas encore accepté de vous donner l'entreprise. Il le fera, claqua Kane. Une fois qu'il saura que vous avez pris l'argent, il réalisera qu'il n'y a plus rien à combattre. Barl tint le stylo au-dessus du papier. L'encre était prête à couler. Tout ce qu'elle avait à faire était d'écrire « Barl Vance ». Puis elle se souvint de la première nuit au 28 Willow Street. Julian ne lui avait pas demandé son CV. Il ne lui avait pas demandé ses contacts.
Il lui avait demandé si elle prenait son thé au citron. Il l'avait vue quand elle était invisible au monde. Non. Ball murmura. Elle reboucha le stylo. Elle leva les yeux vers Kane. Je ne signerai pas. Le visage de Kane devint rouge. Fille stupide. Penses-tu qu'il t'aime? C'est un génie brisé qui n'a pas quitté sa maison depuis 5 ans. Tu es un projet pour lui. Peut-être, dit Ball se levant. Mais je ne suis plus un projet pour moi-même. J'ai construit Phoenix Holdings. Je me suis assise sur cette chaise. J'ai viré Mark. J'ai fait ça. Et je ne vends pas mon respect de soi pour 10 millions de dollars. Pas à vous. Elle ramassa le contrat. Avec un mouvement lent et délibéré. Elle le déchira en deux, puis elle le déchira à nouveau. Elle laissa les morceaux voltiger sur le bureau impeccable de Kane comme des confettis. « Sortez », murmura Kane. Sa voix tremblante de rage. « Sécurité, emmenez-la quelque part où elle s'écrase. » Les doubles portes du bureau ne s'ouvrirent pas juste. Elles explosèrent vers l'intérieur. Les 2 gardes qui avaient été postés à l'extérieur trébuchèrent dans la pièce, violemment poussés par une force de la nature. Julian Thorne se tenait dans l'embrasure. Il avait l'air sauvage, son manteau était parti. Sa chemise était déchirée à l'épaule, révélant une ecchymose se formant sur sa clavicule. Il respirait difficilement, sa poitrine se soulevant, ses cheveux collés à son front par la sueur. « Éloignez-vous d'elle, Arthur !» rugit Julian. Le son résonna contre les murs de verre, primal et terrifiant. Kane se leva, faisant tomber sa chaise. « Vous faites irruption dans mon bureau. Vous agressez mon personnel. C'est une intrusion criminelle, Julian. » Julian l'ignora. Il marcha directement vers Ball. Il ne vérifia pas la pièce pour des menaces. Il vérifia seulement son visage. Il lui saisit les épaules, sa prise serrée, désespérée. « As-tu signé ?» demanda Julian, ses yeux cherchant les siens. « Ball, dis-moi que tu n'as pas signé. »« Je n'ai pas, » dit-elle, sa voix se brisant. « Je l'ai déchiré. » Julian laissa échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Il la serra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux. Pendant un instant, au milieu du repère de l'ennemi, il la tint juste. « Dieu merci. Je pensais que j'étais trop tard. Je pensais que tu prendrais l'argent et que je te perdrais. » Ball recula, confuse. « Me perdre? Quand a dit que tu voulais l'algorithme? Il a dit que c'était d'accord. » Julian se tourna pour faire face à Kane, gardant Ball fermement derrière lui. « C'était l'offre, Arthur. Pas l'accord. Je n'ai jamais accepté de vous donner Phoenix. Je n'ai jamais accepté de la trahir. Tu voulais ton code en retour, hurla Kane, perdant son sang-froid entièrement. C'est la seule chose qui te tient à cœur. C'est ton héritage. » C'était mon héritage, Julian corrigea, sa voix tombant à un calme mortel, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui vaille plus. Julian fouilla dans sa poche et sortit une petite tablette noire. Il la leva. « Vous pensez avoir un levier sur moi parce que vous détenez le brevet du protocole Thorne, n'est-ce pas? » demanda Julian. « Vous pensez que parce que vous l'avez volé, je ne peux pas l'utiliser sans votre permission. J'ai des armées d'avocats, Julian. » Kane cracha. « Si vous essayez d'utiliser ce code dans la logistique de Phoenix, je vous ferai fermer en 1 heure. »« Je sais. » Julian sourit. C'était le sourire que Ball avait vu la première nuit. Dangereux, brillant et imprévisible. C'est pourquoi je ne l'ai pas utilisé, et c'est pourquoi vous ne pouvez plus l'utiliser non plus. « De quoi parlez-vous? » Kane plissa les yeux. « Il y a 5 minutes, Julian dit, tapotant l'écran. J'ai téléchargé le code source du protocole Thorne dans le répertoire open source global. J'ai publié les clés de chiffrement. J'ai publié l'architecture entière. » La pièce devint silencieuse. Le seul son était le bourdonnement de la climatisation. Le visage de Kane passa du rouge au blanc fantomatique. « Vous l'avez publié au public à tout le monde? » Julian hocha la tête. « Aux universités, aux start-up, à chaque compagnie maritime en Chine, en Europe et en Amérique. D'ici demain matin, vos concurrents construiront leur système sur ma technologie gratuitement.
Vous mentez, Kane, murmura-t-il. Il se précipita vers son clavier, tapant furieusement. Ball regarda le visage de Kane tandis qu'il lisait l'écran. Elle vit le moment exact où son empire s'effondra. La technologie propriétaire qui donnait à Vortex son avantage, la technologie pour laquelle il avait fait chanter Julian, était maintenant sans valeur. C'était aussi commun que l'air. Vous l'avez détruit, Ken haleta, regardant Julian avec horreur. Ce code valait 20 milliards de dollars. Vous venez de brûler 20 milliards de dollars. J'ai brûlé votre levier, dit Julian froidement. J'ai brûlé la laisse que vous aviez sur moi. Il se tourna vers Barl, son expression s'adoucissant. Il avait raison, Barl. J'ai commencé ça pour récupérer le code. Je voulais me venger. Mais quand je vous ai vu sortir de mon bureau aujourd'hui, quand j'ai réalisé que vous pensiez que j'étais juste comme Mark, j'ai réalisé que 20 milliards de dollars n'est que du papier. C'est juste du bruit. Je brûlerais le monde entier avant de vous laisser penser que je ne vous aimais pas. Barl sentit les larmes enfin déborder. Ce n'était pas une tactique commerciale. C'était un sacrifice. Il avait détruit son propre chef-d'œuvre pour la sauver de l'emprise de Kane. Espèce d'idiot, sanglota-t-elle, riant à travers les larmes. Espèce d'idiot brillant et stupide. Julian sourit, essuyant une larme de sa joue avec son pouce. Je crois que c'est mon titre de poste, président et chef idiot. Il se retourna vers Kane, qui était affalé sur sa chaise, fixant l'écran où la valeur de son action était probablement déjà en chute libre. Nous partons. Arthur Julian dit, Phoenix Holdings est indépendant. Nous avons les actifs. Nous avons la flotte. Et nous avons Barl Vance. Nous n'avons plus besoin de la source secrète. Nous allons vous battre à l'ancienne. Nous allons vous surpasser. Julian prit la main de Barl, prêt à rentrer à la maison. Pas pour le 128. Willow, Barl dit, lui serrant la main. Allons à notre siège social. J'ai une entreprise à diriger. Ils sortirent du penthouse, laissant Arthur Kane seul dans sa tour de verre, entouré d'une richesse qui se sentait soudain très fragile. Les conséquences. Le trajet de retour vers la ville fut silencieux, mais ce n'était plus le silence de la peur. C'était le silence de l'épuisement et du soulagement. Julian s'assit près d'elle, sa main ne quittant jamais la sienne. « Je suis désolé, » dit-il doucement, regardant par la fenêtre. « J'aurais dû vous parler des textes de Kane dès le début. Je pensais pouvoir le gérer. Je pensais pouvoir le déjouer sans vous entraîner dans la boue. » « Vous l'avez géré, » dit Vere. Juste de manière dramatique, elle se tourna vers lui. « Mais Julien, le code, allez-vous vraiment bien? C'était le travail de votre vie. » Julien la regarda. « Pendant 5 ans, je suis resté dans une maison sombre, gardant ce code comme un dragon gardant de l'or. Cela me rendait misérable. Cela me rendait solitaire. Ce soir, quand j'ai cliqué sur télécharger, je n'ai pas ressenti de perte. Je me suis senti léger. Je me suis senti libre. » Il leva sa main et lui embrassa les phalanges. « Je peux écrire un nouveau code. Je peux construire de nouveaux algorithmes, mais je ne peux pas trouver une autre vous. » Barl appuya sa tête sur son épaule. « Eh bien, Monsieur Thorne, puisque vous êtes actuellement au chômage et que votre meilleur travail est maintenant propriété publique, je suppose que j'ai une offre d'emploi chez Phoenix. Nous avons besoin d'un CTO. Mais vous devrez passer un entretien. J'ai de bonnes références, murmura Julian, fermant les yeux. Et je couche avec le patron. Nous verrons cela. » Barl rit. 1 an plus tard, le gala annuel des affaires de New York était toujours un spectacle d'excès. Mais cette année, le buzz était différent. Tout le monde attendait l'arrivée du couple puissant. En seulement 12 mois, Phoenix Logistics avait révolutionné l'industrie du transport maritime. Sans la restriction des brevets propriétaires, toute la chaîne d'approvisionnement mondiale était devenue plus rapide et plus efficace. Mais Phoenix a mené la charge parce qu'ils avaient le meilleur leadership. Une limousine noire élégante s'arrêta sur le tapis rouge. La porte s'ouvrit. D'abord vinrent les flashs, puis vinrent les chuchotements. Barl Vance sortit. Il ne ressemblait en rien à la femme qui avait été écartée par Mark Sterling.
Elle portait une robe en or liquide qui semblait briller sous les lumières. Sa posture était royale, son regard confiant. Elle n'était pas juste une participante à l'économie. Elle était une titane. Julien la suivit. Il avait troqué son pantalon de survêtement contre un smoking qui lui allait parfaitement. Il avait l'air en bonne santé, vibrant et profondément heureux. Ils marchèrent sur le tapis, s'arrêtant pour des photos. Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance. Un journaliste cria « Phoenix vient d'acquérir Vortex Corp ce matin. Est-il vrai que vous dissolvez la marque? » Barl sourit à la caméra. « Oui, Vortex est une relique du passé. Nous transformons leur siège social en un centre de formation pour jeunes entrepreneurs, spécifiquement pour les femmes qui redémarrent leur carrière. » La foule applaudit. Tandis qu'il s'avançait vers l'entrée, un homme se fraya un chemin jusqu'au devant du cordon de velours. Il avait l'air épuisé. Son costume était froissé, ses cheveux clairsemés. Barl. Elle s'arrêta. Elle connaissait cette voix. C'était un fantôme d'une vie antérieure. Mark Sterling se tenait là. Il avait l'air plus petit qu'elle ne s'en souvenait. Après avoir été évincé de Streamline, aucune autre entreprise ne le toucherait. L'industrie savait qu'il avait trafiqué les comptes. Il était toxique. « Barl, s'il te plaît, » dit Mark, les yeux désespérés. « J'ai besoin d'1 minute. J'ai une proposition commerciale. Je connais les marchés asiatiques mieux que quiconque. Je peux vous aider. » Barl le regarda. Elle ne ressentait ni colère. Elle ne ressentait ni haine. Elle ne ressentait rien. C'était juste un étranger avec une mauvaise proposition. « Je suis désolé, Mark, » dit Barl, sa voix froide et professionnelle. « Nous sommes au complet et nos normes d'embauche sont assez rigoureuses concernant l'intégrité. »« Mais je vous ai fait, » cria Mark, le désespoir se transformant en colère alors que la sécurité intervenait. « Vous n'étiez rien sans moi, Barlery. » C'était un son joyeux et sincère. « Mark, dit-elle, se penchant légèrement, vous ne m'avez pas faite. Vous m'avez juste retenu. Regardez-moi voler. » Elle se détourna, prenant le bras de Julien. « Qui était-ce? » demanda Julien, bien qu'il sût parfaitement. « Personne, dit Barl. Juste un mauvais investissement que j'ai amorti il y a longtemps. » Ils montèrent le grand escalier dans la salle de bal où la musique jouait et l'avenir attendait. Barl Vance avait marché sous la pluie, frappé à la mauvaise porte et trouvé la bonne vie. Et tandis que les portes se refermaient derrière eux, coupant le froid, elle savait que ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était juste le début de l'Empire. Et ça, mes amis, c'est comme ça qu'on met échec et mat un narcissique. Pouvons-nous juste prendre un moment pour apprécier le coup de pouvoir absolu de Julian, qui a libéré son code de 20 milliards de dollars juste pour sauver Barl? C'est la définition de l'énergie brûler les bateaux. Cette histoire nous rappelle que parfois le pire jour de votre vie, le jour où les papiers de divorce sont signés, le jour où vous perdez votre maison, n'est en fait que la première page de votre meilleur chapitre. Barl pensait qu'elle était enterrée, mais elle était en fait plantée. Si vous avez apprécié cette montagne russe de vengeance, de romance et de rédemption, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela nous aide à créer plus d'histoires comme celle-ci pour vous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous et sonnez la cloche pour être le premier à savoir quand notre prochain drame sortira. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, connaissez votre valeur et ajoutez-y la taxe.